Bienvenue. Alors Nils est un ingénieur, un centralien qui a non seulement fait le master immobilier bâtiment durable en 2022, mais qui en même temps travaillait sur une thèse de doctorat. Et sa soutenance s'est déroulée au mois de juin, quelque chose comme ça. Et donc, je dirais, la thèse de doctorat a servi à la thèse professionnelle, la thèse professionnelle a servi à la thèse de doctorat, mais tout ça pour un personnage qui est d'une grande compétence technique et technologique et va vous le démontrer. Peut-être rappeler les règles du jeu. 7 minutes, format pitch pour chaque intervenant, et vous allez avoir 5 masteriens à la suite qui présentent justement du coup leur thèse. Bonjour à tous. Alors l'idée ici, c'est de vous présenter la micro-maison et en particulier son potentiel et la pertinence de son développement. Alors d'abord, comment définir la micro-maison? C'est pas forcément quelque chose de clair pour tous. L'idée ici, c'est de la définir comme un habitat de taille réduite, écologique et avec une dimension de mobilité ou de démontabilité associée à un certain niveau de confort. Alors aujourd'hui, elle se présente essentiellement sous la forme de remorques tractables sur voie publique, et on verra que c'est pas forcément la tendance qui a de l'avenir sur le territoire européen ou français par rapport au fait que c'est un habitat qui est inspiré du mouvement américain. Alors aujourd'hui, si l'idée en premier lieu c'est d'étudier le mouvement en tant que tel, on s'est vite aperçu que que les analyses de marché sont en fait relativement insuffisantes de par la complexité pour aborder cette thématique et en même temps de par la jeunesse de ce mouvement. Donc on retiendra simplement aujourd'hui qu'il existe en fait plusieurs centaines de milliers d'habitations aujourd'hui réparties dans le monde de ce type-là, et avec une croissance importante et une croissance, je dirais aussi très importante en France, mais sur un mouvement qui est plus récent. Pour aller plus loin, il a donc été nécessaire d'évaluer le mouvement de l'intérieur pour essayer de comprendre davantage quelles sont les réelles opportunités relatives à ce mouvement, quels sont les réels freins, comment se définit dans le fond ce mouvement pour pouvoir mieux l'interpréter et davantage le développer. Alors finalement, ici je présente une figure de synthèse qui permet de mieux comprendre le mouvement associé à cet habitat-là, avec finalement le minimalisme au sens large qui permet de définir cet habitat au travers de différents facteurs de motivation plus concrets et plus faciles à évaluer: l'économie de l'habitat, la simplicité, l'environnement, le contact facilité avec la nature, la mobilité, flexibilité de l'habitat et l'aspect communautaire. Tout ça, ça peut également s'aborder en contrebalançant, je dirais, ces notions-là avec la notion de confort qui vient un petit peu de l'autre côté de la balance du minimalisme. Donc quand on a dit tout ça, c'était un petit peu la synthèse de l'évaluation théorique au travers de la littérature disponible. Il a été possible de hiérarchiser les facteurs qui permettaient de se motiver à aller vivre dans un habitat de ce type-là. Et finalement, il en ressort que finalement le facteur de motivation premier en France et en Europe, c'est le facteur économique, avec une notion d'écologie qui vient s'associer également à ça. Je dirais la partie mobile qu'on retrouve dans les habitats américains sur remorque tractable sur voie publique, je dirais moins importante dans le contexte urbanistique français et dans le contexte qu'on verra tout à l'heure. Donc retenons que le facteur économique est de première importance quand la mobilité sur des tiny house tractables sur voie publique, je dirais, est moins importante. Donc quand on a dit tout ça, on a évalué théoriquement tout le mouvement, et on se rend compte finalement que c'est pas suffisant. L'idée, ça a été d'aller consulter les constructeurs, faire une enquête, etc., moins formelle, et ça a permis de dégager les freins qui permettent, une fois identifiés, de développer le mouvement avec finalement 2 familles de freins: l'acquisition du terrain, de par le coût du terrain, la réglementation, la politique locale, et une autre famille de freins qui est liée au confort, qui n'est pas suffisant souvent dans ces habitats, qui est décrié avec le fait qu'on utilise des matériaux légers, qui doivent être légers par définition quand il s'agit de ces habitats qui restent limités en masse. Donc l'inertie thermique, le confort hydrique, l'exiguïté de l'espace et également l'autonomie est inatteignable, notamment par ce besoin de légèreté et de restreinte en largeur de par la mobilité de ces tiny houses.
Donc finalement, on retient que le facteur économique est hyper important, on retient que les freins sont relatifs au confort et relatifs également à l'accès au terrain. Maintenant, cette évaluation du mouvement a permis de prendre en considération l'ensemble des données techniques qui ont permis de modéliser la micromaison typique. Et cette micromaison typique a permis d'évaluer de quelle manière on peut répondre aux enjeux de développement durable avec cet habitat. Et finalement, on voit ici 3 indicateurs finaux pour parler de cette analyse quantitative, avec le bilan carbone, le climat, l'impact sur la biodiversité, avec notamment l'imperméabilisation des sols, et puis le coût global en bleu. Le coût global étant, je dirais, l'indicateur final retenu sur la dimension économique et sociale, le logement étant à la fois une dépense importante et un bien, je dirais, de première nécessité. Donc finalement, on voit ces 3 indicateurs-là, et ce qu'on voit, c'est que l'habitat, ici, représenté en couleur claire. Donc c'est le bilan de la micromaison typique et on voit ici les couleurs foncées qui sont en fait la référence par rapport à un habitat moyen résidentiel. On voit la couleur intermédiaire qui est en fait le transport associé au logement et ce qu'on retiendra ici c'est que le bilan carbone est en fait vachement réduit quand on n'utilise pas de gaz dans la tiny house. On retiendra également que l'impact biodiversité est très relatif à l'artificialisation des sols. Et que du coup l'habitat léger a sa place si on l'utilise on l'implante de manière raisonnée en périphérie des grandes villes pour densifier les zones pavillonnaires ou encore en campagne, etc. quand il s'agit de pas trop imperméabiliser le terrain autour. Et puis le coût global, on voit qu'il est beaucoup plus faible que la moyenne du résidentiel également, mais seulement de 50%. Et comme on a dit tout à l'heure, le facteur économique étant très important, il y a là une source d'inquiétude, je dirais un levier qui pourrait être intéressant à résoudre, c'est-à-dire l'accès de par le coût, l'accès à ce type d'habitat. Je dirais, dernier aspect, relatif au transport. On voit aussi ici que le transport associé au logement sur la dimension d'imperméabilisation des sols de par les réseaux routiers est très important, ce qui tend à diminuer l'intérêt encore une fois, de la tiny house mobile tractable sur voie publique. Donc quand on a dit tout ça, on finit par dire que finalement, cet habitat, il y a beaucoup de choses à améliorer. Nous, on a présenté un habitat innovant qu'on a appelé Housemade avec Gianvito Corazza ici présent. L'idée, c'est de déployer 2 leviers importants. L'un, c'est d'améliorer l'économie relative à l'habitat lui-même et le confort, les deux ensemble, ce qui n'est pas évident. Et là, en définitive, c'est l'idée d'utiliser le chanvre chaud, qui permet de rester suffisamment léger pour la préfabrication, qui est une substitution au bois de construction qui a subi une inflation importante ces dernières années. Et en plus de ça, je dirais qu'il est léger, mais il a l'inertie thermique propre aux matériaux lourds habituellement, parce qu'il a un comportement hygrothermique tout à fait remarquable. Et du coup, il apporte ce confort thermique d'été qui est de plus en plus important aujourd'hui, qu'on retrouve en général pas avec des matériaux légers. Donc voilà, ça c'est un exemple. Il y a la structure bioclimatique, et puis tout ça c'est permis par le fait qu'on s'affranchit de la mobilité de la tiny house américaine pour aller sur des micro-pieux qui ouvrent le champ des possibles de la conception. Dernier point, et j'en finis là, et je ne sais pas quel temps je suis, je parle très vite, excusez-moi. En tout cas, l'idée sur le 2e pilier d'innovation relative à l'habitat Housemade, c'est l'idée de l'autonomie. Là aussi, ça va permettre en fait de résoudre la problématique de l'accès au terrain. On a parlé de l'économie de l'habitat qui est important, on a parlé du confort qu'il va falloir améliorer, l'écologie et l'imperméabilisation des sols. On a vu que c'est de toute façon quelque chose que la micromaison permet d'obtenir. Et ben là, on va parler de l'autonomie pour permettre la deuxième et la dernière contrainte, importante, l'accès au terrain, de par son coût notamment. Et là, l'autonomie maximale qui est permise par cette conception permet de maximiser les opportunités relatives à l'accès au terrain, avec finalement le principe très simple de la conception modélisée, dimensionnée par nos soins, c'est de réduire au maximum le besoin solaire photovoltaïque hors période estivale, en période de chauffage, avec le poêle au bois qui va en fait s'occuper de remplir tous les besoins importants, que sont notamment la cuisson et l'eau chaude. Donc voilà l'idée. Donc on a du coup une autonomie au sens large et notamment énergétique partout en France qui permet de maximiser l'opportunité d'accès au terrain de par le fait de s'affranchir des problématiques d'accès au réseau. Merci beaucoup, c'était très rapide, j'ai essayé d'être un peu clair. En tout cas, voilà, ça aboutit ce projet-là à un projet d'entreprise qu'on a appelé Housemade avec mon cher ami Gianvito Corazza qui nous a fait une belle immersion 3D en partie peut-être aussi avec l'intelligence artificielle. Merci beaucoup.
Merci Nils. Merci, ça a été très précis. Alors vous avez vu ces thèses, c'est généralement 140 pages. Et après, réussir à faire une soutenance. Ils doivent faire une soutenance en 20 minutes. Et là, de 20 minutes, évidemment, on arrive à une présentation en 7 minutes, non, peut-être 10, non ? Ouais. Eh bien, bravo. De toute façon, vous avez à le présenter régulièrement, à présenter régulièrement vos travaux. Alors maintenant, on va passer à la thèse de Benjamin Ouin. Benjamin Ouin, lui, c'est la promo 2019, si je ne m'abuse. Enfin, 2019-2020, c'est toujours sur 2 années. Enfin, l'enseignement était sur 2019 et tu as fait effectivement ta soutenance en 2020. Et là, l'intérêt, c'est que Benjamin, lui, est directeur de l'immobilier de la plateforme du bâtiment. Je suis directeur du patrimoine à la plateforme du bâtiment, une enseigne du groupe Saint-Gobain. Et je suis en charge de toutes les questions immobilières, travaux, maintenance et expansion de l'enseigne. Voilà. Et l'intérêt de sa thèse, ça a été effectivement d'apporter une touche très originale dans l'approche, en tout cas, de la formation des gens du bâtiment. Benjamin, à toi. Merci Dominique. Alors, le sujet de ma thèse, c'est donc la rénovation énergétique du logement individuel. Je me suis focusé uniquement sur le logement individuel. Cette thèse, elle a 5 ans. Donc, vous allez voir des informations, des chiffres qui datent de 5 ans. Et on sait que la rénovation énergétique s'accélère très très vite. L'écoulement du temps par rapport à ce sujet avance de plus en plus vite. Alors, avant de commencer, en fait, de réfléchir à ce sujet-là et comment faire en sorte de le développer. Je définis d'abord qu'est-ce que la rénovation énergétique, parce qu'il y a plusieurs définitions possibles, quel était le potentiel du marché à l'époque, et après, bien sûr, quelles sont les solutions pour permettre d'assurer son expansion. Alors, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de rénovation énergétique comme étant un but. Ma manière de penser, enfin, ce que j'ai, comment dirais-je, à travers les différentes interviews, des différentes prospections, je me suis aperçu que pour le client en particulier, la rénovation énergétique n'était pas une fin en soi. C'est pas un objectif. Contrairement à ce qu'on pense, on fait de la promo de la rénovation énergétique, mais pour un client particulier, ce qui est valorisant pour lui, c'est une nouvelle cuisine, une nouvelle salle de bain, mais pas forcément une ITE ou une nouvelle pompe à chaleur. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir embarquer le particulier dans un projet de rénovation énergétique quand lui-même il a un projet fonctionnel. Ce que je disais, c'est qu'à l'époque, j'avais estimé, donc il y a 5 ans, la valeur du marché, 7,5 milliards d'euros. Enfin, ces chiffres, on les connaît, ils ont explosé depuis parce que plus le temps passe, moins, plus on est en retard, en fait, plus la France est en retard par rapport à la réponse à ses besoins. À l'époque, pour gagner 2 lettres de DPE, ça coûtait 25 900 euros, maintenant c'est plus cher. À l'époque, je partais du principe que c'était une manière de valoriser son bien, d'investir dans la rénovation énergétique. Depuis, on valorise plus son bien, on préserve son capital. La donne a changé. Alors, là, il y a beaucoup de choses. On ne va pas toutes les détailler. Bien sûr que non. Non, en fait, pourquoi j'ai fait ça, c'est pour vous montrer que la rénovation énergétique, elle concerne tous les acteurs de la filière. Tous. Ce n'est pas uniquement le distributeur, ce n'est pas uniquement l'industriel, ce n'est pas uniquement le client, c'est toutes les entités de la filière. Donc il faut se poser la question, comment la rénovation énergétique interagit, comment elle se place au niveau de chaque acteur de la filière. Est-ce que c'est un frein? Est-ce que c'est une force? Est-ce que ça peut être moteur? Donc on va pas l'étaler, on n'a pas le temps. Bon, c'est pour vous montrer que c'est complexe. À aujourd'hui, il y a 5 ans, la rénovation énergétique, elle était faite soit par un professionnel, soit par le client, et des fois par hasard, au moment où le client organisait un projet de rénovation fonctionnelle, que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais c'était par hasard. Il a par exemple une personne qui refait sa salle de bain, elle arrache son carrelage, le placo part avec. Mais est-ce qu'on va faire la rénovation énergétique à ce moment-là? Non, la question ne se posait pas. Donc le pro, il remettait un placo sans se poser la question. Il ne profitait pas de cette opportunité pour faire de la rénovation énergétique. Comme je disais, il n'y avait pas de prescription. Alors ce que je propose en fait, comme j'appelle ça le guichet unique de la rénovation énergétique, c'est en fait de centraliser. J'ai vu tout à l'heure là sur mon espèce de papier peint, on voit tous les acteurs qui sont concernés.
L'idée, c'est d'aller chercher chez chaque acteur de la rénovation énergétique quelque chose pour contribuer à un ensemble. C'est un peu une vue un peu macro, mais on voit que chacun peut amener quelque chose. L'industriel peut amener quelque chose. Le distributeur, l'artisan, l'État, les collectivités, les banques, tout le monde peut amener sa contribution. Sauf qu'aujourd'hui, ça fonctionne en silo. Et c'est le problème. Quand ça fonctionne en silo, il n'y a pas d'interaction et chacun fait son truc dans son coin, mais il n'y a pas de mise en relation, donc il n'y a pas de capitalisation des différents compartiments que chacun peut apporter. Et le principe du guichet unique de la rénovation énergétique, c'est justement de mettre tout le monde en perspective. Ça peut être une entreprise, ça peut être une association, ça peut être des partenariats, ça peut ne rien coûter du tout, puisque l'idée, c'est de mettre en relation les entités qui fonctionnent de chaque côté, et d'avoir une organisation qui met en relation. Et donc, on a des marques, on a des marques connues sur le marché, on a un système de distribution de magasins très étendu sur le territoire, on a plein de produits, on connaît la laine de verre, on connaît ce genre de choses, mais il y a d'autres produits très techniques qui répondent à des besoins encore plus spécifiques, qui ne sont pas connus des artisans et encore moins des clients. Donc il faut qu'il y ait une caisse de résonance, il faut qu'il y ait un vecteur qui puisse diffuser ces informations. Après, l'idée, c'est aussi que le guichet unique, ça soit un réflexe. J'appelle le guichet unique, mais c'est un peu, encore une fois, ça peut porter le nom d'une société. À aujourd'hui, il n'y a aucune marque qui incarne ce guichet unique. Il n'y a rien sur le marché. Il n'y avait rien à l'époque, et pour moi encore, il n'y a rien qui incarne. Et le client, lui, il a besoin d'avoir quelque chose, le client particulier, il a besoin d'avoir une référence, de se dire, tiens, le réflexe, c'est ça. Je ne vais pas citer de marque, mais bon, une enseigne d'ameublement, on va tout de suite penser à quelque chose. Là, rien, on ne sait pas trop. Le client particulier, il veut faire de la rénovation énergétique. Celui qui veut, il ne sait pas comment faire. Il va sur Internet, il a une littérature, il est perdu au bout de 2 secondes. Il va voir son artisan qui n'a pas forcément toute l'approche système, j'en ai pas parlé. L'approche système, c'est essentiel quand on parle de rénovation énergétique. L'artisan qui va faire du placo, il va se concentrer sur l'enveloppe, sur l'isolation thermique par l'intérieur. Mais peut-être qu'avant ça, il faut s'occuper de la chaudière ou des fenêtres ou je ne sais pas quoi. Et donc, à aujourd'hui, le client particulier qui veut faire quelque chose, il ne sait pas où s'adresser. Il n'a pas une personne qui va faire un scan complet de son habitation. Alors, je proposais aussi l'idée, c'est les financements. Bon, il y a les financements classiques, on emprunte à la banque. Bon, c'est un peu compliqué d'emprunter pour économiser de l'argent après. Il faut que les particuliers puissent avoir une capacité de financement. C'est pas évident. Et je propose une idée qu'il y ait des green bonds qui soient levés sur les marchés pour financer en fait la rénovation énergétique du particulier. Donc c'est pas son argent, c'est l'argent c'est des obligations vertes. Les détenteurs se font rémunérer par un coupon comme n'importe quelle obligation verte, qui d'une certaine manière est financée par l'économie d'énergie qui est faite par le particulier. Donc le particulier, il accède immédiatement à un confort, il avance rien. Tout le monde est content. Et bien sûr, à la vente de la maison, il y a un remboursement qui se fait. Après, il y a des organisations qui peuvent se faire avec des contrats. Mais l'idée, c'est de déplacer le financement, de le mettre à côté. En fait, que ça soit pris en charge par une autre entité. On a bien moi qui travaille dans les immeubles commerciaux, il y a des fois des propriétaires qui sont propriétaires du terrain, d'autres des immeubles. Je casse le... donc on peut imaginer d'avoir le propriétaire, il a sa maison, et puis il y a une autre propriété qui est la rénovation énergétique. Faut rien s'interdire. Donc bien sûr, le projet fonctionnel, on va y venir. Ça crée plein de trucs en fait, la rénovation énergétique. Oui, j'accélère. Donc là, c'est le projet fonctionnel. Fonctionnel, c'est je fais quelque chose pour mon usage, une salle de bain, une cuisine. Et là, je montre qu'en fait, à chaque moment, on peut se dire, est-ce qu'on peut amener la rénovation énergétique dans un projet fonctionnel ? Aujourd'hui, la question ne se pose pas. Elle n'est pas posée par les distributeurs. Alors que c'est à cet endroit-là qu'il faut que la question, elle se pose. Donc, on pose la question et on embarque la rénovation énergétique dans le projet fonctionnel. Dans tout le cycle de vie de décision du client jusqu'à la livraison de la rénovation.
Bon, après, voilà, bon, je vais passer vite parce que sinon Dominique, il va pas être content. Mais en gros, il faut parler aussi d'expérience client qui fait rêver. Les travaux, ça fait pas rêver des fois les clients. Donc, il faut lui raconter une histoire, un récit, le rassurer. Et après, la vision d'avenir, après, c'est de se dire, ouais, on parle donc de la rénovation énergétique dans les magasins, d'ameublement, de distribution de bricolage, de choses comme ça. Mais après, on peut aller plus loin. Où est-ce qu'on peut mettre, mettre la rénovation énergétique dans des endroits peut-être auxquels on ne pense pas immédiatement. Ben, au moment où on achète une maison, ben, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut parler de rénovation énergétique. Imaginez des partenariats avec des agents immobiliers, des notaires, je ne sais pas. En fait, il faut en parler. Il faut en parler et de se poser la question avant, pour que ça soit une opportunité. Pour conclure, la rénovation énergétique, c'est plutôt perçu comme étant une contrainte aujourd'hui. En fait, non, c'est une opportunité. Mais il faut vendre l'opportunité en la plaçant au bon moment dans le cycle de consommation du client. Quelle belle conclusion, bravo. Alors merci, et effectivement, si vous voulez, l'intérêt de ces thèses, c'est que non seulement, évidemment, une thèse professionnelle, ça ne peut pas être une thèse, je dirais, de recherche. C'est une thèse où on doit faire de recherche, par exemple mathématiques ou physique. C'est plutôt des propositions, des process nouveaux, des nouvelles opportunités qu'il faut ouvrir, proposer, ou à son entreprise, quand c'est l'entreprise qui a financé le master, ou encore à titre personnel, devenir un expert dans un domaine qui est aujourd'hui très nouveau. En fait, on change de modèle économique, on change de modèle technique, on change de modèle social, et c'est dans ces domaines-là qu'on doit effectivement évoluer. Merci Benjamin. Oui, j'anime des podcasts sur Bâti Radio qui parlent de rénovation énergétique, que j'ai appelé Rénove Action Énergétique. Donc sur le site de Bâti Radio, vous pouvez les trouver. Très actif, Benjamin. Bon, Arthur, maintenant. Non? Ah, vous avez inversé? Ah, Jeanne. Ah, et on croit que c'est moi qui dirige. Alors, Jeanne est architecte et effectivement a fait une thèse extrêmement intéressante qu'il va nous proposer maintenant. Et je te laisse 7 minutes pour nous la proposer. Et puis, on passera après à Arthur, c'est ça? Non, c'est après Adrien, c'est Arthur qui veut conclure. Voilà, toujours. Alors, toi, c'est la promotion 2022 avec Nils. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Donc oui, je suis architecte et je travaille aussi sur des questions de stratégie urbaine au sein de l'agence PCA Stream. Et durant ce master immobilier et bâtiment durable, la question que je me suis posée, c'est est-ce que l'échelle du quartier est-elle le bon périmètre pour développer des stratégies de réhabilitation de logements, et là en l'occurrence le logement à Paris Intramuros des années 70-80. Donc en fait un constat qui est fait et qui est dit dans tous les médias, c'est il faut massifier la réhabilitation. Oui, mais comment, par quelle boule prendre, quelle typologie? Et je pense que l'échelle du quartier, grâce aux outils d'aujourd'hui, peut être le moyen de développer des schémas directeurs, d'analyser des typologies qui permettent de fluidifier ces processus qui sont longs et techniques. Donc ce n'est pas une thèse forcément technique, mais plutôt qui vient en amont comme du conseil. Donc, voici la problématique que je vous ai introduite. Et le plan d'action par rapport à cette thématique était du coup de proposer une analyse macro de Paris, notamment grâce à la BDNB, la base de données nationale des bâtiments du CSTB. Construire par le biais de cette analyse une boîte à outils. Et enfin, l'application sur un quartier phare des années 70, le quartier Necker dans le 15e. Donc les années 60-70, c'est ce plan directeur, l'îlot à rénover. Comme on le voit à l'époque, en fait, c'était pas les mêmes technologies. Quand on faisait un pocher sur un quartier pour dire qu'il fallait le rénover, c'était un pocher gris. Aujourd'hui, on a des bases de données beaucoup plus précises. Mais ça permet quand même de voir à quel point le croissant Est-Sud a complètement été reconstruit et comment, en fait, ces logements ne répondent pas forcément aujourd'hui aux critères énergétiques, mais ont aussi des atouts. Petit aparté sur la réglementation environnementale pour ces logements.
dans un logement habité des années 70, finalement, la RT existante est la réglementation principale sur la rénovation et le DPE, mais il n'y a pas de réglementation qui réellement pousse un plan directeur pour s'activer. Donc, elle n'est pas assez forte, à mon sens. Donc, c'est cet outil, la BDNB, rempli de données qui permettent de caractériser ces bâtiments et de voir à l'échelle du quartier. Et ce graphe-là, qui est peut-être trop complexe, j'aurais dû le simplifier, mais permet de comprendre en fait que le 14e et le 15e arrondissement, finalement, c'est là où il y a les DPE les plus bas. C'est par contre là où le réseau de chaleur est principalement raccordé. Ces bâtiments sont traversants et bien ventilés, mais par contre, ils sont souvent dépourvus d'espace extérieur. Donc j'ai pris la BDNB, l'Excel, j'ai essayé de la travailler pour obtenir ces graphes. Je pense que c'est encore... On pourrait aller plus loin. Et on peut aussi, du coup, le cartographier à l'échelle du quartier en analysant à la fois l'âge et tous ces critères. La BDNB donne aussi des aspects sur les façades, si elle est lisse, en balcon, en loggia, voir s'il y a des ponts thermiques. Donc en fait, tout ça, on peut du coup définir des typologies. Face à ces typologies, il faut écarter et définir des grands axes d'action que j'ai appelés d'abord morphologie, donc adapter la composition du bâtiment, principalement avec l'architecture, le bioclimatisme. 2, l'efficience, travailler sur l'énergie, la consommation, la visibilité de la consommation dans le bâtiment. Et 3, le métabolisme, qui est peut-être un peu plus complexe, mais vu qu'on est dans des logements grands, avec beaucoup de propriétaires et d'occupants surtout, on peut mettre en commun des ressources, des énergies, des équipements, etc. Donc ça, c'est aussi un levier pour ces bâtiments-là. Face à ces plans d'action, il y a donc 4 typologies qui se sont principalement créées. Les bâtiments insérés dans le tissu, qui sont du coup souvent avec une façade lisse. Les bâtiments en plot isolés en intérieur d'îlots, à Paris, quand on a des îlots grands, qui permettent, ou là où on pourrait travailler largement sur les façades, on est moins contraint d'un point de vue patrimonial, etc. Et enfin, les grands ensembles et les logements IGH de grande hauteur. Du coup, si on mêle typologie et boîte à outils, on comprend qu'en fait, en fonction de ces typologies-là, on va pouvoir accentuer certains axes. Par exemple, le bâtiment inséré dans l'haussmannien, c'est principalement l'efficience qui va être le moteur de rénovation énergétique, car travailler sur l'architecture, la morphologie va être peut-être plus contraint. À l'inverse, les bâtiments en plot isolés en intérieur d'îlot, on va peut-être avoir moins de contraintes et pouvoir travailler sur les façades, les extensions. D'un point de vue des permis, on va être allégé. L'idée étant, dans cette thèse, c'est de définir ensuite des grands axes à l'échelle de quartier, voir les impacts, sans pour autant, je sais que chaque bâtiment est une histoire et donc il ne faut pas non plus tout généraliser. Donc voici je ne vais pas aller dans le détail, mais voici ensuite la matrice d'action qu'on peut faire en fonction de ces 3 axes. Et je voulais aussi donc je ne vais pas vous expliquer tous ces axes-là, mais je voulais vous faire part des principaux livres qui m'ont permis de définir ces actions, principalement pour la morphologie, réconcilier architecture et réhabilitation de l'habitat, qui sont souvent... la réhabilitation du logement individuel peut être moins intéressant pour les architectes, alors que c'est un sujet hyper important. Pour l'efficacité énergétique, un livre peut-être un peu vieux, mais très bien structuré, l'amélioration des bâtiments collectifs. Et enfin, pour les approches métaboliques, les extensions, la mise en commun, ce travail de l'agence Canal Transformation, qui réfléchit à la mise en commun des ressources et à la possibilité de rendre réversibles les bâtiments, de faire des mixités d'usage. Donc voici une slide qui synthétise donc ce processus de comment développer une stratégie à l'échelle de quartier de la réhabilitation. Grâce à la BDNB, grâce en ciblant des quartiers, en définissant des typologies de bâtiments, appliquer une boîte à outils propre à chaque typologie, et ensuite il faudrait le développer sur un quartier. Je l'avais commencé, mais ce serait un travail à refaire ou bien sur un autre avec un vrai projet. Voilà, je vous remercie. Vous voyez, c'est bien, c'est quand tu dis, toi en tant qu'architecte, que faire de la réhabilitation, c'est aussi un vrai projet d'architecte, ça c'est intéressant. Hein? Surtout, petite expérience en termes de réhabilitation, échelle du quartier.
alors c'est pas les logements des années 70, mais Paris La Défense, le quartier d'affaires, ils réfléchissent maintenant aujourd'hui à l'échelle du quartier, la réhabilitation en masse de toutes ces tours, et donc des outils de base de données, de réflexion de boîte à outils en amont avec PLD, c'est des choses qui sont en train de se faire en ce moment. Merci beaucoup. Il y a une question ? Est-ce que vous avez des questions? Enfin, non, on fera les questions à la fin avec les 5, comme ça. Ils sont obligés de prendre des notes, les spectateurs. Alors maintenant, c'est Adrien. Alors Adrien, lui, vient de soutenir il y a peu de temps, hein, peut-être il y a 10 jours. Oui, il y a 10 jours, carrément. Alors, Adrien est non seulement ingénieur, évidemment, mais en plus, il est dans la reprise de l'entreprise familiale, en tout cas, si le papa veut bien accepter. Et donc, le principe, c'est la transformation d'une entreprise artisanale, c'est-à-dire faire en sorte que l'ensemble des ouvriers, on va dire des conducteurs de travaux, de l'encadrement, y compris d'ailleurs son père, soient conscients de la problématique qui nous arrive, à savoir, maintenant on va vers la rénovation énergétique, quels sont les sujets à traiter et comment rendre ça possible et comment on fait prendre conscience à l'ensemble du personnel de cette problématique. Et là, vraiment, effectivement, Adrien nous a fait une proposition extrêmement intéressante. Son encadrant, c'est-à-dire son tuteur professionnel, pédagogique, était Gaëtan Brispierre, qui est un sociologue. Donc vous voyez, c'est un problème sociologique à la base. Exactement. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter ma thèse professionnelle qui s'intitule « Guide pratique de l'artisan pour réaliser des rénovations durables chez le particulier ». Donc, ça a été réalisé au sein de l'entreprise Bateco. On est 12 salariés. On fait des rénovations chez le particulier en tout corps d'État au Perreux-sur-Marne. Donc, tout d'abord, comment j'ai défini la rénovation durable dans ma thèse? Donc, c'est premièrement la rénovation énergétique avec l'isolation, l'étanchéité à l'air du logement et puis également la décarbonation de l'énergie. L'impact carbone des matériaux avec, par exemple, des matériaux biosourcés ou bien l'économie circulaire. Ensuite, l'adaptation du logement avec le sujet du confort d'été ou de l'économie de l'eau. Et enfin, l'adaptation des entreprises avec la productivité ou encore la valorisation des métiers. Très important. Donc là, je vais rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. Donc c'est une thèse qui est une conduite du changement qui permet ensuite d'amener une transition écologique au sein de l'entreprise. Et donc, pour pouvoir mettre en application des actions concrètes, j'ai élaboré 20 défis. Bien entendu, il y en a beaucoup plus qui peuvent être établis. Là, j'ai 4 critères d'élaboration. Premièrement, la simplicité ou la difficulté de l'action. Pourquoi simple? Pour que ça puisse être réalisé rapidement, qu'il y ait toujours une dynamique au sein de l'entreprise. Et puis difficile aussi, car des défis qui sont plus difficiles sont aussi souvent plus impactants. Ensuite, deuxième partie, c'est la pertinence de la rénovation durable. Là, ça a été une grosse partie de recherche dans ma thèse avec toute la littérature. J'ai réalisé des entretiens également. Pourquoi réaliser, par exemple, une isolation thermique par l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur? Et d'autres exemples. Ensuite, l'adaptation à la typologie et aux travaux. On parle d'entreprises artisanales, donc de 1 à 10 salariés ou jusqu'à 20. Et puis les travaux, c'est chez le particulier. On ne parle pas de rénovation de plateaux de bureau. C'est des logements et des maisons, des appartements ou des maisons. Et puis ensuite, il y a la répartition équitable entre les différents métiers, que ça puisse toucher les électriciens, les maçons, les plombiers ou les chauffagistes. Donc ici, j'ai 8 champs d'action. Donc premièrement, il y a la partie étanchéité à l'air et isolation, avec l'isolation thermique par l'extérieur en fibre de bois. Les énergies renouvelables, c'est des exemples, il y en a bien d'autres. Pompe à chaleur RO. Les matériaux biosourcés avec réalisation d'un enduit en mortier de chanvre. Économie circulaire avec le tri des déchets sur le chantier et l'amener à un point de collecte. Donc maintenant, il y a la reprise gratuite pour les artisans. L'économie de l'eau avec la pose d'un réducteur de pression. Ici, c'est un défi qui est simple, toujours dans la dynamique. Confort d'été avec l'isolation de combles aménageables en fibre de bois. La productivité ici avec, par exemple, faire une surélévation en bloc de béton cellulaire, donc c'est plus léger. Et en même temps, ça permet d'isoler. Et enfin, la valorisation des métiers. Je propose un quart d'heure rénovation durable qui permet de discuter de ces sujets avec les salariés pendant 15 minutes. Donc là, il y a plusieurs défis qui ont été établis.
Et pour pouvoir lancer la dynamique, lancer la conduite du changement au sein de l'entreprise, j'ai créé et expérimenté au sein de Bateco un atelier. Donc cet atelier permet de lancer la vision, de réellement créer de la communication en interne et puis de donner, principalement, c'est ça l'objectif, de donner la parole au personnel de terrain, créer des échanges. Donc ça a été réellement très apprécié. Ça a permis vraiment d'avoir des échanges intéressants. Et donc première étape, il y a un brise-glace. Donc là, c'est une question qui permet de détendre l'atmosphère. Ensuite, l'introduction de l'animateur, donc c'était moi-même pour justement diffuser cette vision et puis présenter ensuite le déroulement, la durée. Et donc, il y a deux grosses parties. La première grosse partie, c'est la création d'une matrice que vous voyez ici. Il y a deux axes, convaincu, pas convaincu, facile ou difficile. Et là, en fait, à ce moment-là, en fait, je présente des cartes que j'avais créées, des cartes de défis durables. Et donc là, je donne le titre. Par exemple, ici, poser une VMC double flux. Et là, le personnel, je leur demande est-ce qu'ils sont convaincus? Oui, ils lèvent la main ou non. Facile ou difficile. Et ensuite, ça permet de les classer sur cette matrice et de créer un échange. Ensuite, la deuxième grosse partie, c'est la définition de besoins par binôme. Donc là, j'ai créé des binômes et chacun des binômes a choisi un défi et réfléchit à des moyens matériels, d'autres solutions qui peuvent être mises en œuvre dans l'entreprise, comme par exemple prendre une scie spécifique pour la fibre de bois pour la découpe. Et enfin, un tour de table pour clôturer, pour réellement avoir leur retour sur cet atelier. Donc ça a réellement pu créer une réelle cohésion d'équipe, avoir une vision d'ensemble du chantier. Chacun a pu connaître un petit peu les contraintes de chacun des corps de métier, entendre la réflexion de ses collègues. Donc c'était très intéressant. Donc pour conclure, il y a réellement de multiples actions qui sont possibles en faveur de la rénovation durable. Les artisans doivent être soutenus et accompagnés dans leur transition. Et enfin, c'est un processus qui est triple gagnant pour l'entreprise, pour le particulier, donc ici le client, et pour notre planète. Je vous remercie. Merci beaucoup Adrien. Alors effectivement, aujourd'hui, il suffit de se balader dans Batimat, dans les 7 halls de Batimat, pour s'apercevoir que on a toute la technologie, on a tous les systèmes, on a tous les process. Le grand problème aujourd'hui, c'est la conduite de changement, le changement d'usage, le changement à l'intérieur même des organisations, des entreprises. Et évidemment, comme on sait que 95% les chantiers de réhabilitation, de rénovation sont réalisés à 95% par les artisans, cette démarche nous paraît extrêmement intéressante. Et puis on va terminer évidemment par Arthur. Alors Arthur, lui, c'est la promotion 2021-2022, si je ne m'abuse. Arthur est architecte aussi à l'origine, a travaillé chez Foster, a travaillé chez WeWorks, a travaillé dans différentes organisations et ensuite a l'ambition de déposer un dossier pour faire une thèse de doctorat à la suite de sa formation. Merci Dominique. Du coup, je vais vous parler en préliminaire un peu de l'expérience professionnelle qui m'a amené à déposer le projet de thèse que j'ai déposé et à parler un petit peu de l'approche, ce qu'on appelle data-driven pour des compagnies. Alors, dans la logique d'un impact maximal de rénovation, on pourrait qualifier deux branches peut-être. Il y a les grosses boîtes à impact, donc c'est accompagner la transformation de ces entreprises, ou l'approche de fédérer les différentes des entreprises plus petites, des TPE, PME. Là, mon propos s'adresse plutôt sur les grandes structures. Donc l'entreprise, il y a des expériences professionnelles qui transforment un peu et qui marquent. Celle que j'ai vécue chez WeWork en fait partie. WeWork, juste très rapidement, leur offre de valeur est donc de l'allocation de bureaux, d'espaces de bureaux. Ils agissent en tant que locataires de baux de 12 ans et ils refaisaient l'intégralité des plateaux ou des bâtiments qu'ils louent. Et donc du coup, pour accompagner ce développement, donc il y a eu un développement très fort, très important.
Et donc du coup, pour accompagner ce développement, il n'y a pas beaucoup d'entreprises comme ça, et particulièrement en France, d'entreprises construction ou immobilier, qui ont une réelle approche data-driven. Data-driven, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute l'activité, 80-90% de l'activité, se fait sur la base de chiffres remontés de l'activité. Pour vous donner un peu un critère de qu'est-ce qu'une entreprise data-driven, posez-vous la question de, dans mon entreprise, est-ce que j'utilise 80% du temps Excel ou des plateformes pour remonter les données? Ça vous donne un indicateur. Si c'est principalement du Excel, ce ne sera pas le cas. Et donc du coup, WeWork en l'occurrence, pour accompagner donc, un développement qui a été monstrueux, où à partir de autour de 2019, c'était une livraison de 100 000 m² de bureaux par mois. Donc ça vous donne un peu une indication du volume. Ils avaient une approche donc complètement data-driven, dont l'une des sources, c'était pas l'unique, était la maquette numérique. Donc ils servaient d'un système de kit of parts avec des données préchargées, une maquette numérique réalisée. Mon propos ici n'est pas de systématiquement faire des maquettes numériques, parce que c'est pas du tout l'idée, et donc du coup de générer des données qui permettent de piloter l'activité. Donc du coup, fort de ce constat et de cette entreprise, je me suis posé la question, ok, très bien, donc ça fonctionne même dans l'immobilier, dans le bâtiment, ça fonctionne même dans un cadre de rénovation. Et donc du coup, ma question était, ok, si on peut mettre le pointeur sur qualité, sur le coût, et maîtriser la durée des chantiers de façon extrêmement importante, contrairement à tout ce qui se fait dans le bâtiment, comment on peut tourner ce modèle sur la maîtrise d'un poids carbone, la maîtrise d'une consommation énergétique, etc. Donc ce que je vous ai pas dit, ce que je complète, c'est quand on a une approche data-driven, donc on parlera plutôt de BI. On est sur la lecture de ces chiffres d'activité sur des tableaux de bord, et en fonction de ces chiffres-là, on va pouvoir orienter sa stratégie, corriger le tir assez rapidement. Le fait de faire ça, c'est que du coup, on se met dans les bases de création de données propres, d'activités qui peuvent être croisées avec d'autres données et qui permettent l'application de ce qui est très tendance depuis quelques mois, quelques années, l'intelligence artificielle. On peut déployer des outils statistiques qui permettent d'assurer une prédiction sur certains indicateurs qu'on souhaite avoir. Et du coup, c'était tout l'objet de ma thèse, où j'ai testé différents modèles de machine learning, à savoir le prédictif sur des indicateurs carbone et étiquette énergétique, et sur du clustering. Donc du coup, la thèse que j'ai réalisée comporte du coup ce modèle à partir d'une agrégation de données qui sont open source. Donc ça, c'est assez extra. Et je pense qu'il n'y a pas énormément de pays où on a une telle richesse de données en open source à utiliser. Et donc du coup, le cheminement qui a été fait était donc du coup donc agglomération des bases, nettoyage. Sur la base de données, quelles questions je me suis posé. Donc là, en l'occurrence, c'était plutôt une base qui était orientée logement, et donc principalement les données DPE. Et donc du coup, le modèle a été entraîné sur le cas. Ok, excusez-moi. Le cas d'étude a été du coup les maisons individuelles, et avoir la capacité de prédire l'étiquette énergétique à partir de toute une batterie d'informations, de façon à obtenir une réponse très fiable avec un temps minimal comparé à faire appel à un diagnostiqueur. Donc c'est une solution à côté. L'objectif n'était pas de remplacer la case diagnostic. Donc du coup, sur le modèle qui a été entraîné, il s'est trouvé que statistiquement, les 13 valeurs les plus impactantes sur l'étiquette énergétique étaient donc la surface, le type de production d'eau chaude, le type de vitrage, le type de chauffage, l'épaisseur des murs extérieurs, etc., etc., etc. Et donc avec cette liste-là, en rentrant ces paramètres-là, d'après le modèle statistique, on obtenait avec une très forte précision l'étiquette énergétique. Et à partir de ça, on peut dérouler la ficelle, et en fonction de l'étiquette énergétique qu'on souhaite obtenir, on peut proposer des bouquets de travaux associés, et ainsi de suite. Donc là, c'est
à partir de ce type de données, on a tout un champ de nouvelles opportunités, de cas d'application qui s'ouvrent. Et c'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui. On essaie du coup de voir un petit peu les différents cas d'analyse du parc immobilier de l'État, là où j'occupe mes fonctions actuellement, sur un parc, un bac à sable qui est monstrueux, parce que c'est le plus grand d'Europe. Donc c'est assez excitant, parce que on a vraiment beaucoup de typologies et beaucoup de données pour faire toute une batterie d'analyses, à la fois prédictive et de segmentation de typologie de parc. Merci vraiment Arthur. Donc vous voyez, alors le master, c'est le master immobilier, master spécialisé immobilier bâtiment durable, transition carbone et numérique. Donc la dimension numérique est toujours aussi très présente. On considère nous que le numérique, ça nous permet d'être plus efficient, plus sobre. En fait, éviter les gaspillages, et ça c'est véritablement notre sujet frontal. La sobriété, c'est vraiment un sujet très important pour nous, et donc le numérique peut permettre ça. Évidemment, d'autre côté, ça a d'autres sujets. Donc on va parler de PropTech, on va parler de BIM, on va parler de gestion des données, on va parler de générative design, on va parler de tous ces sujets-là à l'intérieur du master, en même temps qu'évidemment on sera très attentif à l'éco-construction, aux problèmes d'usage, aux problèmes aussi, évidemment, un bâtiment est à l'intérieur d'un environnement. Cet environnement, c'est le quartier, c'est la ville, c'est le territoire, et ce sont tous ces sujets que nous traitons au sein du master. Est-ce que vous pouvez revenir peut-être là les 5 et puis répondre aux questions, si questions il y a, évidemment. Et puis peut-être un petit témoignage pour vous et ce master. Alors si l'idée c'est de témoigner sur l'expérience, le retour d'expérience relatif à cette formation, bon, on va pas en dire du mal, puisqu'il y a de toute façon le directeur qui est présent, mais non, très sincèrement, c'était une manière de à la fois rencontrer des profils très différents, à des postes toujours très intéressants, dans un monde qui fait appel à des disciplines très variées, donc très transversales, et en ayant à la sortie de cette formation une vision, je dirais, très large et en même temps relativement approfondie du secteur et des enjeux relatifs à ce secteur, puisqu'on sait que la transition, notamment écologique, se fera évidemment largement pas sans le secteur du bâtiment. Bon, après avoir tout dit, c'est compliqué de rebondir, mais non, c'est pour synthétiser, ce master, il est en effet transversal. C'est hyper important dans le métier du bâtiment. Il est multigénérationnel. Moi, quand je l'ai fait, j'avais 29 ans. Il y avait quelqu'un qui en avait 19 et quelqu'un de 45, 50. Et en fait, tout le monde partage et se transmet des choses. Et en effet, il ne se contraint pas seulement au développement durable, et il va chercher le numérique et aussi du social. Et on sait que c'est important quand on voit les nouveaux critères de la taxinomie européenne qui impactent aujourd'hui le monde de l'immobilier et du bâtiment. Voilà. Alors dans la même ligne que mes deux camarades, donc le master permet vraiment d'avoir une vision pluridisciplinaire du bâtiment, avec vraiment même les personnes au sein de la promotion. On était tous de métiers variés, architectes, artisans, dans le numérique, des industriels. Et puis on a aussi un grand panel d'intervenants, ce qui est très enrichissant. C'est très intense pendant les semaines où on est en cours, et ça permet vraiment d'approfondir nos connaissances, d'être vraiment au cœur de l'actualité, et puis d'essayer de faire bouger les lignes sur ce thème de la rénovation, de la transition énergétique et tout ce qui touche au durable. Oui, je vais essayer de ne pas être trop redondant. Effectivement, c'est la prise de hauteur que permet le master. Du coup, on a une multitude d'intervenants de différents secteurs.
On arrive, on est plus ou moins sachant dans son secteur d'activité. On est confronté à d'autres réflexions, à des périmètres plus larges, des problèmes plus complexes. Effectivement, du coup, on travaille sur quelle typologie de réponse on peut apporter dans son périmètre, et également comprendre que ces réponses-là donc dépassent ces périmètres, et d'avoir une vision de l'appliquer de façon plus systémique à l'immobilier et au bâtiment. Bon, pour conclure, moi j'ajouterais que voilà, au niveau de la forme, ce qui est intéressant, c'est que on a plein d'intervenants. En fait, on rencontre des professionnels qui viennent nous enseigner en fait à travers leurs témoignages. Et ça, c'est assez disruptif par rapport à ce qu'on peut trouver en formation. Il y a vraiment des échanges de personnes opérationnelles comme je suis avec de vrais opérationnels en face. Ça, c'est très très enrichissant. Je crois qu'il y a 120 peut-être. Bon, enfin voilà, il y a du monde en termes de diversité. Et aussi par rapport à mon métier, moi, donc je suis dans la maîtrise d'ouvrage dans le retail, je travaille avec plein de profils, des architectes, des maîtres d'œuvre, des entreprises de bâtiments, tout un tas de métiers de la filière. Et effectivement, avant, j'avais une vision un peu biaisée des métiers, des personnes avec lesquelles je travaillais. Et ce master m'a permis, d'une certaine manière, j'aime bien cette expression, de devenir un peu généraliste et éclairé. Je suis spécialiste de rien, mais je sais un petit peu ce que fait chacun et pourquoi, quelles sont les interactions. Et en termes par rapport à mon métier d'aujourd'hui, ça fluidifie. On gagne du temps, on se comprend plus facilement, on se met plus facilement à la place de l'autre. Et ça, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Et je voulais aussi surtout remercier Dominique d'avoir, pendant tout le master, vraiment c'est lui qui a, durant mon année, impulsé toutes les réflexions. Et voilà, merci. Et il n'y a plus de notes, Gian, au passage. Merci Gian, je vais essayer de modifier ton diplôme, mais je crois que c'est trop tard. Donc merci à vous 5 de vous être prêtés à cette présentation. Vous savez que, est-ce que vous avez des questions? Et je sens que... Ah oui, merci, une question, c'est formidable. Donc Marika Frenette, dirigeante de Wigwam, qui est intervenue il y a quelques années dans le master. Vous avez tous, chacun d'entre vous, apporté la vision systémique, peu importe, avec la data ou pas la data. Et pour travailler sur ces sujets depuis longtemps, on sait que c'est un des problèmes, en fait, de comment on met en place cette approche systémique. Et qu'est-ce que chacun d'entre vous ou l'un d'entre vous, tu parlais au sein de ton entreprise avec les gens de terrain, c'est super important, c'est eux qui font avec leurs mains. Qu'est-ce qui, selon vous, bloque aujourd'hui, est un verrou? J'ai entendu que Gaëtan avait travaillé avec vous, le sociologue, sur cette fameuse conduite du changement, parce que c'est évident cette approche systémique, puisque du coup c'est ce que les professionnels comme moi et Mo vont porter. Mais en réalité, c'est pas si simple que ça à appliquer. Donc, c'est quoi votre regard là-dessus? Merci, Frenette. Bon, je lui donne en premier, parce que c'est... Oui. Je vais donner mon point de vue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de solutions. Toute la technique, elle existe. Après, il y a les habitudes qui sont en place dans les entreprises. Dans le neuf, il y a la réglementation qui évolue. Il y a eu la RT 2012, il y a la RE 2020 désormais qui va beaucoup plus loin justement. Mais dans la rénovation, il n'y a pas de nécessité forcément de mettre une grosse isolation, à part maintenant avec des subventions. C'est vraiment poussé par les fiches barres avec les C2E, ou très récemment, il y a France Rénov avec les Mon Accompagnateur Rénov'. Donc, faut que ça soit, c'est impulsé par le gouvernement. Mais sinon, les entreprises en elles-mêmes, elles ont les habitudes, on va beaucoup plus vite. Et donc, on ne connaît pas forcément les autres matériaux. Le prix est aussi peut-être plus élevé. Et donc, on essaie de répondre à la demande des clients. Mais la demande des clients n'est jamais forcément axée sur un produit spécifique. C'est on veut isoler le logement, on veut avoir une nouvelle salle de bain, on veut refaire la toiture. Et après, c'est aux entreprises de proposer les nouveaux produits. Et donc c'est vrai que cette approche, elle est très importante, cette approche multidisciplinaire. Donc il y a beaucoup de travail encore à faire. Et donc, je vais passer la parole.
Oui, alors, appliqué au sujet qu'on a mené là sur les micro-maisons, en effet, il y a la perception de tout à chacun qui est un facteur hyper important, puisque tout le monde, il y a presque une majorité de la population qui va se dire intéressée aujourd'hui à vivre dans un habitat alternatif de ce type-là. Puis en fait, en creusant, on se rend non seulement compte que la croissance relative à ce mouvement, elle est importante mais pas folle, et que, en définitive, franchir le pas, c'est vers un mode de vie qui est complètement quand même différent de celui qu'on pratique aujourd'hui, fait que, en fait, il y a des leviers à actionner qui sont ceux qu'on a essayé de mettre en lumière ici, en essayant d'apporter du cognitif, enfin du factuel, pour essayer d'y apporter, je dirais, des avantages, ou en tout cas des éléments qui luttent contre la perception moins factuelle, et c'est ce qu'on a essayé de faire pour cette micro-maison. Je suis désolé, mais je crois qu'on va laisser maintenant la place à la prochaine table ronde, et vous aurez Philippe Madec qui sera présent sur alors le thème. Donc, Stéphanie, elle veut que je travaille. Solutions techniques pour réaliser des constructions environnementales. Ce sera animé par HQE-GBC. Et puis, on aura effectivement Philippe Madec au centre de cette table ronde. Et puis, mais je ne vois pas bien clair, deux autres personnes qui sont formidables. Donc, en tout cas, merci à vous. Merci, messieurs. Alors, on a aussi beaucoup de filles dans le master, mais là, je ne sais pas pourquoi, ça s'est désigné comme ça. Et d'autres mastériens sont ici présents. On a, évidemment, on a Rita qui a fait aussi sa thèse cette année. Donc, merci à vous. Ça a été un plaisir. Et puis surtout, je suis à votre disposition. Nous sommes à votre disposition jusqu'à la fin de l'année pour, évidemment, vous inscrire effectivement dans ce master très dynamique.